On entame ici notre 64e épisode avec un Xavier qui tousse et un Sébastien que l'on retrouve d'ici quelques instants. « 64e épisode avec plein de choses dedans comme toujours, c'est notre revue de presse à nous, notre revue de presse techno à nous, qu'on vous propose chaque semaine. Pour en parler, on a avec nous Xavier, Salut. Voilà, et puis également Sébastien, via Skype comme toujours évidemment. On a plein de choses à vous dire, il y a plein de trucs dans l'actualité cette semaine, mais avant cela bien entendu, notre traditionnel courrier des auditeurs, avec une première question à laquelle Xavier va pouvoir sans doute répondre et il va même pouvoir lire la question comme ça va être encore plus clair parce que de là je ne vois plus, moi c'est fini. Voilà, c'est un habitué, Primo, qui nous pose une question par rapport à tradeexchange.com qui l'empêche de surfer normalement puisque quand il navigue, eh bien, la page qu'il voulait atteindre est redirigée vers souvent tradeexchange.com ou une autre et ça l'empêche de surfer normalement. Alors la particularité dans son cas, c'est que c'est pas juste un malware habituel puisque ça contamine apparemment aussi bien son PC qui est sous Windows 7 que son iPad et quand il surfe de manière différente sur les deux. Donc il s'est posé une question pour essayer de le reproduire et il s'est demandé si son routeur n'était pas lui-même infecté. Ça arrive ça, que ce soit des pièces intermédiaires dans le réseau. C'est possible, effectivement, c'est possible. Donc je vais tâcher de répondre à ça de la manière la plus complète possible. Donc d'abord juste un petit rappel sur ce qu'est tradeexchange.com pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait c'est l'adresse d'une régie de publicité qui peut apparaître quand vous avez des adwares, c'est-à-dire des logiciels publicitaires dont le but est de s'installer sur votre ordinateur souvent quand vous téléchargez d'autres logiciels qui sont gratuits et qui vous demandent est-ce que vous voulez installer, on a l'habitude de cliquer oui très vite et on ne fait pas vraiment attention et donc ça s'installe et ces logiciels sont généralement difficiles à désinstaller puisque leur but est de rester le plus longtemps possible sur votre machine pour générer le plus de pubs possible et donc rapporter le plus d'argent possible. C'est le principe que les choses qui s'installaient comme barre de menu dans Internet Explorer. Tout à fait, les toolbars, des choses comme ça. Voilà. Donc le but ici c'est de générer de la pub. Alors la particularité du système ici c'est que ça a infecté plusieurs machines en même temps chez lui et donc sa réflexion de se dire que c'était peut-être son browser son routeur qui était infecté est effectivement pas idiot du tout. Maintenant pour l'aider à supprimer ça le plus efficacement possible, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. La première c'est de faire tourner des logiciels. Moi quand je veux supprimer ça chez quelqu'un, en général j'utilise deux logiciels de manière combinée. J'utilise principalement Spybot Search and Destroy qui est un logiciel gratuit. En tout cas, il y a une version gratuite qui permet aussi de vacciner son ordinateur entre guillemets des malwares les plus connus. Ça c'est pour la machine. Voilà, ça c'est pour le PC principalement. Je ne sais pas si ça existe sur Mac, ça il faudrait vérifier. Et il y a un autre logiciel qui s'appelle Malwarebytes Anti-Malware qui fait ce qu'il dit, qui va vous bloquez donc les malwares, les désinstaller, mais il y a aussi une version d'essai qui est fournie et qui est la version payante et qui peut supprimer en direct, donc dès que la menace apparaît, donc le malware essaye d'atteindre une adresse. On l'a d'ailleurs vu sur l'écran à un moment que le Malwarebytes pouvait bloquer tradeadexchange.com. Et alors sur l'iPad, mais là c'est ce produit moins fréquemment, c'est plutôt si l'iPad a été routé et qu'on a installé des logiciels qui sont en provenance de sources non fiables, parce qu'en principe il y a moins facilement moyen d'avoir ce genre de faille, et donc le fait que c'est combiné dans les deux, c'est probablement le routeur. Alors le routeur, comment c'est possible? C'est parce que le routeur est souvent équipé d'une page qui permet d'administrer, donc de configurer son routeur. C'est une page web souvent, et
comme beaucoup d'appareils, il y a des failles qui sont parfois trouvées, et donc il faut le mettre à jour. Donc la première chose à faire pour le routeur, ça va être d'appuyer sur la procédure de réinitialisation, donc faire un hard reset, pour vraiment nettoyer complètement le routeur et le remettre en paramètres avec d'usine. le petit trombone derrière, c'est ça, hein? Voilà, par exemple, pour ceux qui l'ont vu, il y a aussi, j'ai montré sur l'image qui est apparue à l'écran. On va ensuite essayer de voir sur le site du fabricant s'il y a une mise à jour, donc pour faire un upgrade firmware, et ne pas oublier de modifier le mot de passe administrateur par défaut, qui est la première chose qu'on va essayer de tester quand on se connecte chez quelqu'un pour essayer de hacker le routeur. Donc en principe, s'il fait l'ensemble de ces paramètres-là, donc réinitialiser son routeur, faire tourner les logiciels dont j'ai parlé, il devrait être débarrassé du problème. Il y a des routeurs plus sensibles que d'autres à ce genre de malware, ou moi, il me semble que j'avais vu passer des marques à un moment donné où certains routeurs étaient plus sensibles. On a eu ça dans l'actu, non, Sébastien? Oui, c'est possible, mais ici, je pense que c'est pas forcément comme ça qu'il arrive sur le routeur. Ce que je pourrais donner comme conseil au niveau du routeur, c'est de protéger l'accès au routeur par un mot de passe, même si c'est dans votre réseau privé. Parce que s'il est protégé par un mot de passe, déjà, tout soft qui tourne sur vos machines aura un peu plus de mal à aller accéder à votre routeur pour pouvoir y modifier quoi que ce soit. Le truc le plus simple qui peut être modifié par un malware quelconque, et c'est pas difficile pour un malware d'avoir l'adresse du routeur, hein, c'est juste c'est votre gateway, donc en général ça prend 4 secondes, mais c'est d'aller modifier les DNS. S'ils ont modifié les DNS, ils peuvent un petit peu vous envoyer où ils ont envie, donc là c'est extrêmement facile, ça demande pas non plus une ingéniosité extrême. C'est vrai qu'avant de faire un reset complet du routeur, vaut peut-être mieux simplement aller regarder quelques paramètres clés comme ceux-là pour s'assurer que ce ne soit pas ça le problème, quoi. Le problème, c'est que la méthode scientifique, j'essayerai avec mon iPad sur un autre réseau et avec un autre device sur mon réseau, et puis après je sors la hache et le marteau. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Le problème, c'est que si on fait pas un hard reset, donc on pourrait effectivement voir que les DNS ont été modifiés, régler temporairement le problème, mais il y a parfois des logiciels qui sont plus vicieux que ça parce qu'ils se sont installés dans une couche supérieure, et donc qui au prochain démarrage par exemple vont se remettre automatiquement. Ou sur une requête particulière, vont se déclencher. Le hard reset, je le conseille. Changer de routeur. Ou changer de routeur. Changer de PC, changer d'iPad. Changer tout, ça règle le problème. Mais merci d'avoir posé la question, de nous avoir fait confiance une fois de plus. Parmi le courrier des auditeurs, on a également notre camarade, je l'appelle comme ça maintenant, Raphaël, qui est notre seul auditeur, à mon avis, qui utilise encore Google+, et qui s'y accroche fermement. Et c'est vrai qu'il a probablement raison, parce qu'il y a des très chouettes communautés sur Google+. Et donc, bien souvent, c'est par ce biais, c'est par ce vecteur-là qu'il nous écoute, et il vient donc commenter sur YouTube les différentes vidéos qu'on vous propose. La dernière en date, c'était le hors-série consacré au Nexus 5X que nous avait proposé Marc. On l'avait enregistré au mois de décembre dernier, ce qui explique qu'il y a eu quelques différences de prix entre-temps, et plus particulièrement la veille de la mise en ligne justement de ce hors-série, donc la semaine dernière, puisque les prix, je pense, ont diminué de 50 € pour la version 16 Go et la version 32 Go. La version 16 Go du Nexus 5X est à 429 € d'après ce que nous dit Raphaël, et la version 32 à 479 €. On commence à atteindre des prix qui pourraient m'intéresser pour le remplacement de mon Nexus 5 dont la batterie commence à... Ben voilà, en plus. Ça y est, tu vas avoir un pop-up de pub sur ton PC. c'est ça. Il faut faire attention à ce que tu dis aussi en même temps. Mais merci de nous avoir signalé cette information, même si moi je l'avais vu, mais je l'avais d'ailleurs noté dans l'article qui va avec cette vidéo, que effectivement le prix avait été revu légèrement à la baisse. Et puis on a Brosse également, mais là c'était via informaticien.be, Sébastien, qui nous a fait un petit commentaire. Oui, qui nous a fait un commentaire sur pas mal de sujets. Je vais juste revenir sur un qui était Smartflix, dont on parlera probablement à la fin de ce podcast. Donc tout ce qui était accès Netflix et compagnie. On avait parlé de VPN, donc ça c'était le numéro 63. Et aussi sur le numéro 63, on avait parlé de Bitcoin, où on parlait de de crack, de machin, de virus qu'on allait pouvoir se taper à cause d'un keygène.
ou d'un autre truc pirate, que sais-je, et qui allait miner du Bitcoin. Oui. Il disait effectivement, c'est pas si courant. Non, c'est pas si courant. Je trouve juste ça quand même génial. Et alors les gens qui vont chercher ce genre d'informations, on en discutait juste avant le podcast, qui vont chercher ce genre de logiciel pirate entre guillemets, c'est pas forcément tous des informaticiens, donc ils sont pas capables d'aller savoir que c'est fait par des gens connus, que le truc il y a aucun virus, donc il y a plein de gens qui se font avoir, y compris d'ailleurs notre premier auditeur Primo qui s'est fait avoir en allant chercher des choses qu'on ne veut pas savoir. peut-être, on le suspecte, mais sans plus. Non, mais c'est vrai que l'exemple en plus qui avait été pris, si je me rappelle bien, c'était Photoshop, qui est sans doute l'application la plus téléchargée, piratée en long, en large, en travers, des fois même avec le soutien d'Adobe, parce que finalement ça fait connaître le logiciel, c'est ça qui a fait un petit peu le succès de Photoshop, il faut le reconnaître. Et donc là effectivement c'est tout sauf des informaticiens qui téléchargent ce genre d'application. Dans le meilleur des cas, ce sont des artistes ou des étudiants, etc. Dans le pire, c'est des gens qui veulent juste essayer, mais jamais des informaticiens. Donc forcément, oui, ça clique un petit peu partout. Et ça, voilà. Et donc c'est là qu'on prend des risques, des fois un peu couverts. Voilà, sortez couverts. On a fait le tour. Là, c'était un gros tour du courrier des auditeurs. On vous passe bien entendu tous ceux qui nous disent merci, etc. Et on les remercie aussi de nous dire merci, comme on a l'habitude de dire. On n'a pas une nouvelle de celui qui faisait le jogging. Non. Est-ce qu'il est rentré chez lui? Je pense qu'il court toujours. Et on le salue également au passage. N'hésitez pas à faire vos commentaires, poser des questions, on essaye d'y répondre. Des fois, quand la réponse est un petit peu plus longue, c'est déjà arrivé, on vous propose un hors-série pour y répondre. Comme ça, on a rempli notre petite mission qu'on s'est fixée à nous-mêmes, si je puis dire. On commence notre abécédaire hebdomadaire avec la lettre A comme toujours. Et à la lettre A, nous avons Apple. Sébastien. Qui stoppe un service, et ça c'est relativement rare que pour le signaler, un des services liés à iTunes, Sébastien. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tu fais bien de le souligner, c'est assez rare chez Apple, ça arrive, comme chez tout le monde. Oui. Mais ça arrive très 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 souvent chez Google. Et ici, iTunes Radio, en plus, c'est un nom connu, c'est un truc. Je sais pas si toi tu l'utilisais, moi je suis pas. Moi je l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il y a d'autres moyens d'écouter les web radios sur d'autres supports, enfin sur d'autres moyens, etc. Donc iTunes Radio, moi je l'ai pas énormément utilisé. C'était un petit peu. Je pense que c'était une des plus vieilles application d'iTunes en plus, ça faisait partie de l'application quand Apple l'a acheté en fait. Alors non, en fait l'application c'est un service qui a été lancé en 2013, donc c'est pas si vieux. Ah non, c'est effectivement. C'est pas si vieux et le but était à l'époque de concurrencer les trucs genre Pandora, Radio, Slacker, etc. Radio. Et en étant totalement gratuit, ils sponsorisaient le truc avec de la publicité. Bon voilà, ils ont attiré quelques utilisateurs, ils ont racheté Beats entre temps et ils se sont dit que finalement voilà, c'est fini, en tout cas le modèle avec la publicité c'est mort, on arrête l'application à partir du 28 janvier, donc la semaine prochaine, pour ceux qui écoutent le podcast en même temps qu'on l'enregistre. Et si tu veux continuer, parce que c'est pas totalement terminé, si tu veux continuer à avoir ce genre de service sur la plateforme, eh bien alors tu devras payer 10 petits dollars tous les mois pour ton abonnement pour utiliser je sais Beats One ou je pense. Je vais battre ma culpe parce que effectivement maintenant que tu en parles, moi je pensais que c'était le service qui permettait d'avoir justement accès aux web radios. Ça c'est plutôt ancien, un petit peu à la Shotcast, si vous vous rappelez, dans Winamp il y avait la liste des web radios qui étaient accessibles, etc. Et ça existe depuis très longtemps dans iTunes. Et j'avais complètement oublié ce iTunes Radio, enfin cette appellation. Moi, je pensais plus à Beats One. Effectivement, c'est 2013, c'est assez récent. Et là, ça m'étonne quand même très fort qu'ils abandonnent cette fonctionnalité-là, parce qu'ils avaient quand même fait pas mal de pubs autour de ça. C'était assez bien foutu, enfin en tout cas la présentation qui avait été faite lors de la keynote qu'on suivait encore à l'époque était plutôt sympathique. Et ça apportait quelque chose quoi pour une fois, mais voilà. Voilà, ils avaient 20 millions d'utilisateurs et effectivement ça vient de... Voilà, c'est fini. Bon, il faudra faire autre chose maintenant. J'en connais qui seront peinés dans ce cas. On reste à la lettre A comme Apple et on reste chez toi Sébastien pour parler de Cobalt. De quoi s'agit-il encore? Alors
Alors, le cobalt, c'est une longue histoire. C'est un article qui... Alors, je l'ai mis dans Apple parce que c'était le premier dans l'alphabet qui ressortait, mais alors on aurait pu le mettre aussi à D comme Dell, HP, Huawei, Lenovo, etc. Microsoft, Samsung, Sony, Vodafone, pour ne pas en oublier un. Quel est le problème avec le cobalt ? Le cobalt, c'est un élément rare qu'on trouve dans nos petites batteries lithium-ion. D'accord. Et que l'on va chercher chez nos voisins en Afrique pour la plupart du temps. Et l'exploitation, on a eu un rapport d'Amnesty cette semaine qui nous disait écoutez les gars, c'est très gentil ce que vous faites, c'est très beau vos technologies, mais malheureusement là vous exploitez des enfants dans des mines pour $1 ou $2 par jour, donc dans des conditions qui sont inhumaines, il faut bien le reconnaître. Voilà, tout à fait. Et ils ont cité une société. Ils disent voilà, la plupart de votre cobalt, ça vient d'une société UA, un nom à la con, machin cobalt, UAU, machin. Huawei. Non, c'est pas genre, mais pas. Non, mais et ils disent que voilà, vous savez pas le tracer et que probablement la plupart de votre cobalt vient de là, revendu par plusieurs intermédiaires pour arriver dans vos chères batteries et que vous exploitez ces pauvres enfants. Alors il y a eu du coup une réaction de quelques marques, Microsoft disant voilà, eux c'est un truc qui est extrêmement complexe à suivre et donc voilà, on essaye que non, mais voilà. C'est quand même un petit peu hypocrite parce qu'il n'y a pas 36 000 sources pour ce type de produit non plus. Oui, voilà, ça l'est. Et la réponse c'était c'est compliqué, c'est une chaîne qui est compliquée à suivre, donc voilà, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas sûr. Apple était un petit peu plus policé en disant que voilà, ils évaluent toujours leurs sources. C'est un peu plus délicat pour Apple parce que c'est toujours pour eux ils sont fiers d'avoir maintenant une non-exploitation avec entre guillemets de l'être humain pour eux et des enfants ou d'autres. Et en tout cas, ils s'en font toujours écho. Donc eux ils disent qu'ils évaluent toujours les sources de cobalt et que bon voilà, ils pensent que pour eux il n'y a pas de problème. Mais qu'ils espèrent que la manière dont ils traitent sera, enfin leurs petites gens qui vont chercher les petits trucs sera un exemple pour tout le monde. Mais voilà, on n'a pas forcément non plus de confirmation d'où vient ce fameux cobalt chez Apple non plus, et je suis pas certain qu'ils savent le suivre de leur part non plus. De sous-traitant en sous-traitant vient un moment où la piste sans doute est plus difficile à suivre. C'est peut-être pas si évident que ça. Là, j'avais vu l'article également et on mettra le lien, bien entendu, qu'on a l'habitude de le faire. Toi, tu avais pointé ça sur venturebit.com. On mettra le lien évidemment. Mais il semblait dire quand même dans les différentes dépêches que j'ai pu voir à gauche, à droite, qu'il n'y avait pas 36 000 sources et 36 000 sites de cobalt disponibles et que très souvent, parce que là on parle de l'Afrique, mais il y a d'autres régions du monde aussi, très souvent la récupération de ces minerais se fait toujours dans des conditions, enfin c'est pas des pays riches, et c'est donc toujours dans des conditions un petit peu limites, surexploitées, ou dans des conditions de sécurité qui ne sont pas aux normes, etc. Donc voilà. Oui. Donc, je sais pas, on a cité quand même pas mal de marques, en l'occurrence ici, pas des plus petites. Samsung, on peut pas dire qu'ils ont pas d'argent. Microsoft, Apple, ils ont un trésor de guerre qui est monumental. Je me demande à quel point eux, en tant que marque exploitant majoritairement ces sources, n'ont pas une responsabilité pour agir sur la situation, parce que voilà, Amnesty est là pour remonter l'info. Dans un tout autre domaine, sur le travail des enfants, moi je me rappelle il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, il y avait Nike qui était mis sur la sellette, je ne sais pas si vous en rappelez, avec la fabrication de godasses dans des pays d'Asie, je pense, et la pression était tellement forte qu'il a fallu à un moment donné qu'ils envoient eux-mêmes des émissaires dans les usines pour faire du contrôle et pour ramener de l'information, pour se dédouaner, mais à juste titre cette fois de tout ce qui se passait à ce niveau-là. Donc ça doit être possible, mais ça demande des moyens. Mais je pense que Apple ne manque pas de moyens, par exemple. Non, il manque clairement pas de moyens, et puis au final quand tu vois le prix des composants versus le prix du téléphone qui arrive sur le marché,
Ok, même si les composants augmentaient un tout petit peu, c'est pas ça qui fondamentalement changerait le prix de revient de nos téléphones ou de nos portables, ou que sais-je. Et ce serait bon pour leur image, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour ce qui était de produits d'écologie, etc. On se rappelle qu'ils ont très rapidement communiqué sur les écrans, la nature des matériaux utilisés dans les écrans, etc. Sans tel produit polluant. Voilà, ils savent communiquer. Ils savent communiquer. Maintenant, je trouve qu'il y avait aussi un petit peu de merde. Je retrouve plus mon mot en français. Trop fatigué de l'histoire avec Foxconn. Oui. Tu vois, si tu te rappelles, il y avait tous ces gens, tous ces employés qui se suicidaient il y a 1 an ou 2. Oui. Et donc il y a un peu d'ironie pour moi dans le sens d'Apple aussi. Ils disent c'est génial, effectivement, on les traite bien. Vous voyez, on fait des reportages et tout. Et en fait, qu'est-ce que Foxconn a fait à l'époque? C'est simple, ils ont plus de suicides, ils ont remplacé la plupart des gens par des robots. Aussi, ouais. Donc, oui, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai qu'il y a moins de suicides, mais en attendant, t'as pas aidé une population non plus à se développer, alors qu'il y aurait moyen. Donc, je pense qu'il y a encore une partie de responsabilité de la part de toutes ces marques sociétales qui n'est pas prise en compte dans ce marché. C'est vrai qu'il n'y a aucun téléphone que tu vas aller voir tu vas te promener dans une grande surface, tu vas pas avoir un téléphone équitable, tu vois, comme on peut le trouver dans certains dans l'alimentation. On avait parlé de ça ici, de téléphones dits équitables entre guillemets, avec très contrôlés, etc. Mais ça n'a pas percé, bizarrement, parce que sans doute qu'ils n'ont pas les leviers marketing nécessaires aussi pour placer leurs produits sur un marché qui est très concurrentiel déjà à la base et avec des gens qui ont de gros moyens derrière. Donc, enfin voilà, on va pas régler le problème ici dans ce podcast, ça c'est clair, mais c'est bien de sensibiliser aussi les gens à cette problématique. Quand on achète un appareil, ça vaut quand même le coup à, on va dire, prix comparé, qualité comparée, de se dire tiens, est-ce que cet appareil-ci est peut-être plus comment on va dire ça, oui, équitable que l'appareil Y. On peut se poser la question au moment de l'achat. On continue peut-être, parce que là, on a pris beaucoup de temps sur ce coup-là, avec la lettre A toujours, mais du côté d'Amazon, Xavier. On avait déjà parlé de ce truc chez Amazon, cette possibilité qu'on avait de pousser sur un bitonio pour passer commande d'un produit qui nous manquait, par exemple à côté du sèche-linge ou du lave-linge, pour se rappeler qu'on a besoin de produits et on pousse sur le bitonio et ça passe commande. Ici, ce sont les objets eux-mêmes qui vont bientôt passer commande chez Amazon. Voilà. Le petit boutonio, c'était Amazon Dash. Ouais, et donc, pour poursuivre un petit peu dans cette lignée, Amazon a annoncé cette semaine que ils ont mis au point une API et un service qui s'appelle Amazon Dash Replenishment Service, donc en résumé DRS, qui est fait aussi bien pour les grosses sociétés que pour les tout petits développeurs qui font ça par hobby, et qui va permettre en une dizaine de lignes de code avec des appels à l'API, de vendre des consommables, donc pour tout un tas d'appareils. Donc tout appareil qui a des consommables va pouvoir, si la technique lui permet, faire appel à Amazon pour commander le consommable en temps voulu. Donc on a déjà quelques exemples concrets qui se retrouvent sur le marché avec des appareils que vous connaissez sans doute comme les carafes Brita qui permettent de filtrer l'eau mais qui ont un filtre qui doit être remplacé fréquemment. Il y a des distributeurs de nourriture pour chiens et chats. Il y a des distributeurs de savon qu'on retrouve dans les hôtels et qui peuvent poser problème pour la maintenance. Donc on a des machines à laver qui vont vous prévenir aussi au niveau des consommables. On a des imprimantes évidemment pour les elles préviennent ou elles passent commande directement? Alors c'est ça la particularité, c'est que si c'est bien configuré, elles peuvent vraiment passer la commande à votre place. D'accord. Toute seule, oui. Donc évidemment il faudra donner son compte, configurer le service. Bien sûr, il faut configurer son un accord quelque part, mais il y a il y a des appareils, par exemple des serrures qui vont commander des piles si les piles sont plates, donc des ouvertures. Oui, c'est ça, ou des distributeurs de serviettes et des trucs comme ça. Et la particularité, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde, donc je crois que c'est un smart move, comme on dit, de Amazon, puisqu'ils vont pousser des développeurs à mettre leurs produits en vente sur Amazon et
s'assurer des nouvelles ventes comme ça. De manière automatique, c'est clair qu'on ne va pas faire des économies, du coup. Parce que du coup, on ne calcule pas non plus, enfin, on ne se dit pas, tiens, je vais peut-être voir s'il n'y a pas un autre fournisseur moins cher, ou etc. Ça devient une habitude. C'est une facilité qui aura certainement un prix. Oui, c'est ça, voilà. C'est plutôt malin, il faut le reconnaître. Seb. Oui, c'est une facilité, mais il y a quand même une question. Si effectivement ma poignée de porte automatique commande une pile et que tu as un livreur d'Amazon m'envoie une pile, je trouve quand même ça un peu couillon. Mais j'imagine qu'il doit y avoir un accord préalable, enfin tu vois, une validation du style, voilà, la commande se fait, vous n'avez plus qu'à cliquer pour approuver. Attention, tu vas avoir une pile. Et tu ne sais même pas ouvrir pour réceptionner la pile, parce que... Mais c'est quand même très particulier. Mais pourquoi pas, effectivement. C'est la suite logique de ce qu'on disait. Seb, tiens, on reste chez toi, puisqu'on est toujours chez Amazon, justement. Alors, tu m'as écrit un lancement que je ne comprends pas. Donc, je vais dire, et quand Amazon prend la mer, c'est la mer. Amazon. Il n'est pas encore mort, mais c'était juste un hommage à Renault. On ne sait jamais, ils sont tous en train de mourir, ça. Donc, et comme tu vois, on enregistre, il se passe des trucs le lendemain. Oui, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Non, Renault, c'est pas notre faute. Et donc, quelle idée, c'est le transport maritime qui est en cause ? Oui, tout à fait. Donc c'est pour envoyer ma pile. Ben oui. Une grosse pile. Oui, il peut y avoir des problèmes d'humidité ou... Voilà. Et là, c'est un truc... alors, après les drones, après les avions, parce que l'année passée, ils ont lancé une location de 20 avions aux États-Unis. Maintenant, ils se mettent... On n'en avait pas parlé d'ailleurs. Maintenant, ils se mettent aussi dans les bateaux. D'accord. Donc ils ont décidé d'ouvrir, de demander un permis pour pouvoir transporter du fret. Alors ils disent c'est pas nous qui allons acheter les bateaux, faire le machin, tout le bazar, on va sous-traiter, mais ils vont y mettre évidemment toute leur technologie, tout leur savoir-faire au niveau de l'organisation, etc. Le but étant de faire des transports essentiellement entre la Chine et les États-Unis pour faire profiter les vendeurs chinois du marché américain et peut-être l'inverse inévitablement aussi. Voilà. Ouais. Donc ils se mettent dans la mer. Voilà, ils prennent la mer, effectivement. On passe à la lettre D comme drone. Tiens, puisque tu parlais de drone, mais on va passer la parole à Xavier pour le coup. Xavier, les cow-boys utilisent maintenant des drones pour s'entraîner. Mais s'entraîner à quoi Voilà, alors les cow-boys, les vrais cow-boys Non, on parle pas des vrais cow-boys, on parle des Dallas Cowboys, qui sont des joueurs de football américains aux États-Unis. Et leur entraîneur a fait une annonce, une conférence de presse il y a pas longtemps, où il a annoncé qu'il avait reçu l'accord de la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, qui régule en fait l'aviation civile aux États-Unis. Et ils ont reçu l'accord pour tous les entraînements, pour créer de la publicité, pour couvrir en fait tout ce qui n'est pas un événement live, d'utiliser des drones. Ils vont utiliser le DJI Phantom 3 dans ce cas-ci. Et le coach a déjà dit que en fait, le fait d'utiliser ces drones leur permet d'avoir des angles de vue qu'ils n'ont pas quand ils sont au bord du terrain. Donc ça leur permet de voir le positionnement des mains, le positionnement des pieds, d'avoir des stratégies qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Et donc il a annoncé que ça leur apportait vraiment un nouvel aspect, un nouvel élément de travail pour les entraînements. Donc c'est juste une brève, mais ça montre que cette technologie peut vraiment s'étendre à beaucoup de choses. Et a priori, sans doute moins coûteuse que le fameux Sky High qui est tendu par des câbles au-dessus des terrains. On en voit de temps en temps, il y a des vidéos quand il y en a qui se crachent, parce que ça arrive aussi. Sur le foot américain, il y a ça beaucoup. Quand il y a les Jeux Olympiques, on voit ça aussi dans le foot traditionnel, mais il faut des gros moyens pour ça. En tennis aussi, on utilise ce genre de technologie, mais qui est très coûteuse, qui demande des gros moyens, une installation très lourde, parce qu'il y a des câbles à tirer au-dessus du stade, etc. Donc voilà, ici, finalement, ça ne coûte un opérateur et un drone, quoi. Voilà, ce sera le prix du drone, l'opérateur, et évidemment ils ne pourront pas l'utiliser pendant un événement, donc dans le stade qui est rempli de spectateurs, où il pourrait y avoir des problèmes, comme on a vu dans l'actualité il n'y a pas longtemps un drone qui s'est craché sur une piste de ski, craché sur une piste de ski, effectivement, et qui a raté le skieur, heureusement. Donc voilà, mais c'est juste pour dire que ces drones vont vraiment permettre d'améliorer pas mal de choses et de donner accès
accès à des vues ou des endroits auxquels on n'a pas accès. Je suis pas super fan du Dakar, hein, ne l'appelons plus le Paris-Dakar, mais le Dakar, mais j'ai vu qu'ils avaient fait des prises de vue avec un drone, je pense d'ailleurs le même modèle que tu nous as montré ici, qui était assez incroyable, où ils suivent des voitures dans des virages. Alors c'est vraiment, enfin, il y a des pilotes vraiment doués, quoi. Oui, et puis il y a même maintenant des fonctionnalités où il y a le fameux Follow Me avec les drones qui sont capables de vous suivre tout seul. Ouais, on peut les programmer, etc. Donc voilà. J'entendais Sébastien faire des Est-ce que c'était pour s'éclaircir la gorge ou pour réagir? Non, je ne tousse pas comme Xavier. Non, c'était juste pour un truc. Est-ce que tu disais que c'était beaucoup plus cher les installations, je ne sais plus comment tu appelles au niveau des pour faire l'œil dans le ciel. Ouais. Mais ton installation, elle va fonctionner pendant tout le match. Hein. Par contre, ton drone, t'as quand même. On peut pas l'utiliser on peut pas l'utiliser pendant le match. Déjà, le drone. Ça te tiendra jamais aussi longtemps. Hein. T'as intérêt à avoir un entraînement assez court. Hein. Oui. Non, mais ça peut être pour des phases de jeu bien précises ou quand tu travailles un exercice en particulier. Et puis une batterie, ça se change. Enfin, ils peuvent très bien. Ça se change. Bon, il t'en faut plusieurs. Quand tu vois opérateurs, 3 ou 4 drones. Ouais, enfin, quand tu vois ce qu'ils brassent comme pognon, ces drones-là, même s'ils sont chers pour le particulier, pour eux, c'est rien. Voilà, je pense effectivement que c'est pas. Soyons clairs. C'est pas drone. Non, mais. Pinaillons pas. On passe à la lettre F comme Facebook, Xavier. Facebook qui veut couvrir les événements sportifs, justement. Voilà, on reste dans le sport. Alors vous savez qu'il y a maintenant une mode, c'est quand on c'est de commenter sur les réseaux sociaux un événement sportif. Ça se fait principalement sur Twitter. Et Facebook voudrait changer la donne puisqu'ils ont créé maintenant une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Sport Stadium, qui est un hub en fait qui va permettre de chatter autour d'un événement particulier. Alors pour le moment, ce n'est disponible que sur iPhone et que pour certains pays, donc aux États-Unis, et que pour certains événements, notamment le football américain. Mais ils vont pousser les fonctionnalités beaucoup plus loin puisqu'on va avoir plusieurs onglets avec un onglet qui va permettre de suivre des données sur l'événement. Donc ils ont reçu un accord pour avoir des données qui ne sont pas accessibles à tout le monde en temps réel. Et donc on va pouvoir voir qu'une balle atteint telle distance, qu'elle part à telle vitesse. On va pouvoir commenter en direct et voir toutes les réactions de ses amis qui commentent le même événement. On va également avoir un onglet différent qui va vous permettre de suivre en direct l'actualité fournie par des professionnels. Donc le système va faire une différence entre vos amis et des professionnels qui commentent l'événement. Et on va également avoir un dernier onglet qui va permettre d'obtenir toutes des statistiques sur le jeu. Et je pense que ça va donner vraiment un nouveau regard sur certains événements. Et on va pouvoir voir en direct, bien tel copain, il est pour telle équipe. Et je crois que ça va donner une grosse interactivité dans ce genre d'événement. Alors je suis assez d'accord avec toi. Pour avoir moi-même professionnellement vu fonctionner ce type d'application dans un autre, dans le contexte du foot, mais dans un autre type d'application. Le problème, c'est que les championnats, ça dépend du championnat dans lequel tu te retrouves. Si ce sont des rencontres internationales, par exemple, les communautés qui sont présentes sur les réseaux sociaux autour d'un club, aussi connu soit-il, Anderlecht par exemple, dans un match de Champions League, quand ils vont jouer contre un club espagnol ou italien, c'est une minorité. Et donc, du coup, l'équilibre social, on va t'appeler comme ça, dans les réseaux sociaux est complètement rompu. Et donc, l'information sera plutôt italienne ou espagnole ou étrangère en tout cas que belge. J'ai pris l'exemple belge, italien, espagnol. J'aurais pu parler de la France avec vis-à-vis d'un autre club, le Luxembourg par exemple. mais voilà, là il y a peut-être des choses qui sont. Enfin, on va voir comment ça va fonctionner, mais il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Ici, la différence, c'est qu'on va être en relation directement avec ses amis, donc les personnes de son réseau. C'est l'avantage. On peut le voir aussi comme ça. Et une différence par rapport à Twitter, c'est que quand on est sur Twitter, on voit parfois passer les événements, mais on peut en rater beaucoup. Il faut que la personne utilise le même hashtag. Et donc, je crois qu'ils font un bon mouvement là pour contrer Twitter, et je pense que ça pourrait leur attirer pas mal parce que c'est vrai que ça peut en plus être appliqué dans d'autres domaines également. Sébastien.
Ouais, moi, alors, même si on n'est pas fan de sport pour des raisons évidentes, parce que nous sommes des informaticiens, voilà, surtout solidarité. Et on parle de foot dans notre podcast, donc on a perdu la moitié de nos auditeurs. Mais ceci étant dit, j'ai quand même l'impression, d'un point de vue technologique, que ça peut faire mal à pas mal de nos médias, parce que nos médias ont essayé de nous fourguer pas mal d'applications, que ce soit en Belgique ou ailleurs, pour pouvoir être en contact avec la chaîne, pour pouvoir discuter pendant le live de telle et telle émission. Si les réseaux sociaux prennent le relais là-dessus, comme t'as l'habitude, tout le monde est en train de papoter sur Facebook avec tous ses amis, les médias ont nettement moins de choses à t'apporter là-dessus, même si parfois ça peut être des coulisses ou que sais-je, des infos complémentaires, mais tu vas préférer d'aller papoter avec tes amis, donc c'est une menace pour moi pour certains médias. La chose que pouvaient apporter les médias traditionnels en plus dans le second écran, comme on l'appelle, c'était les angles de vue des autres caméras, puisque c'est ce genre de choses qui sont dans certains cas disponibles, mais effectivement avec l'envie de récupérer dans son propre second écran les interactions qu'il peut y avoir entre les téléspectateurs dans les réseaux sociaux. Et là il y a clairement une carte à jouer, et quand c'est un réseau social comme Facebook qui le met en place, c'est clair qu'ils partent avec une longueur d'avance, quoi. Alors ce qui est important aussi, c'est de dire qu'ils ont obtenu les droits pour récolter les informations, des statistiques, etc. en temps réel, mais ils n'ont pas le droit de rediffuser l'événement. Donc c'est vraiment un complément à des chaînes de télé qui ont les droits de diffusion ou des choses comme ça, des sites. Donc je pense que c'est vraiment un outil complémentaire. D'accord. C'est le deuxième ou troisième écran même. Exactement. Affaire à suivre. Et effectivement, on a dit que c'était du foot, ça pourrait être autre chose, ceci dit. Oui, mais il prévoit déjà de le diffuser sur le basket, par exemple. Voilà. Sur un film de Marc Dorcel, c'est plus difficile, tu vois. Oui, parce qu'il faut regarder tous en même temps, et ça, en général, c'est pas diffusé en télévision. Il peut y avoir des stats intéressantes. Tu discuter avec tes copains, tu vois. Bon, allez, on accélère un tout petit peu si vous voulez bien. On va passer la lettre G, comme Google. Les codes promo débarquent sur Android. De quel code promo, de quelle promo, c'est promo sur quoi ces codes donnent-ils l'accès? Les promos, c'est une frustration de pas mal de boîtes qui développent des applications sur Android. C'est que quand tu veux filer une réduction sur une application à quelqu'un, bonne merde. Et donc ça paraît, c'est un truc tout couillon, pourtant, de donner 50% de réduction à tes testeurs, à des développeurs ou même à des gens parce qu'ils ont gagné quoi que ce soit. C'est en bêta. Maintenant, ils vont pouvoir le faire. Voilà, ça paraît pas une révolution, mais pour tous ceux qui sont dans le milieu, c'est une révolution. Cool. Ils vont malheureusement, par contre au niveau du nombre c'est limité, ils ne vont pouvoir donner que 500 codes par application par trimestre. Donc c'est pas pour un usage à grande échelle, ou ça se négociera peut-être avec Google pour ceux qui ont envie, mais voilà. Il n'y a rien à rajouter, typiquement là, tu as tout dit, c'est bon. Oui. On peut passer on reste à la lettre G, toujours avec toi, Seb, pour parler d'Obama qui propose 4 milliards pour les voitures autonomes. Donc l'État financerait la recherche sur les voitures sans chauffeur en quelque sorte. Oui, alors ils n'ont pas dit comment ils allaient le dépenser, et j'ai mis chez Google, mais j'aurais pu le mettre chez plein d'autres sociétés, mais voilà, c'est un des noms qui ressort le premier, je pense, quand on parle de voitures autonomes pour le moment. On parle aussi de Tesla, beaucoup. Faut ça ne s'adresse pas à la même clientèle. Oui, et puis la voiture de Google, je trouve qu'elle a un petit côté sympathique. Elle me rappelle la coccinelle qu'on voyait quand la voiture de Oui. Ouais, ou un truc comme ça aussi, peut-être. Je trouve qu'elle a un look assez amusant. Oui. Et donc oui, ça a été annoncé par l'administration américaine qui vont investir, et de nouveau ils le font avant l'Europe, et ils investissent dans une techno dans laquelle ils espèrent honnêtement va faire beaucoup d'argent dans les prochaines décennies, et je pense honnêtement comme eux que ça va faire beaucoup d'argent et révolutionner probablement le monde du transport, pour plein de raisons dont on a déjà débattu ici. Et donc voilà, c'est encore eux, malheureusement, c'est très bien pour nous, pauvres kidam
même qui est long pour profiter de ces innovations, mais c'est au niveau américain qu'on va dépenser 4 milliards pour pouvoir développer ces technologies, et pas dans 10 ans, hein, c'est pour déjà cette année, l'année prochaine, etc. Donc déjà dans les prochains mois, ils vont commencer à mettre ça en place. Donc là aussi, hein, c'est quand même extrêmement rapide, faut le reconnaître. Et en plus de ça, suite à déjà des débats qu'on avait fait ici, ils vont donner une exemption à 2500 véhicules de tout ce qui est problème de sécurité. C'est-à-dire que s'ils écrasent un bébé sur la route, eh bien voilà, ces 2500 véhicules, et voilà, ils sont là pour faire du développement, une espèce de sécurité, d'immunité, quoi. Une sorte d'immunité, quoi. Un genre, voilà. Tu as droit encore à 4 enfants. C'est horrible. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire en Europe parce que ça créerait un débat énorme de dire putain, tu vas donner 2500 bagnoles qui peuvent écraser des gens. Oui. Et t'as un tableau d'escorte. Chez nous, tu fais même pas sauter la taxe de circulation, de toute façon. Donc, ça n'ira pas plus loin que ça. C'est déjà, c'est quand même très drôle. Enfin, drôle. Quand on veut donner un coup de pouce dans certains pays, on trouve des moyens, quoi. C'est ça. Oui, voilà, eux, c'est parti et ça va se payer. Donc voilà, leur économie va probablement en profiter. Google, Tesla, Apple et d'autres. Et en Europe, on aura des voitures qu'on conduit à la main. Exactement. Voilà. Avec des chauffeurs qu'on paye très cher aussi de temps en temps. On aurait pu mettre, on va changer de lettre, hein, on aurait pu mettre ça à la lettre F en fin de compte, mais on a préféré mettre ça. Non, il est bête. F, non, H comme hardware, mais on va parler de Fender, les guitares Fender, les célèbres guitares Fender. Fender, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque mythique pour les guitaristes. Une des premières guitares qui a vraiment révolutionné. C'est la fameuse Stratocaster qui est sortie en 54 et qui a été copiée et recopiée par beaucoup de marques. C'est d'ailleurs la forme de guitare électrique qui est la plus connue aujourd'hui. Quand une marque de jouets fait une guitare électrique, c'est sur le modèle de la Fender. C'est le même modèle, effectivement. Et donc Fender a annoncé très récemment qu'ils allaient un petit peu se diversifier. Donc ils faisaient déjà des amplis, mais ils ont racheté un fabricant américain qui s'appelle Horisonix, qui était déjà connu des audiophiles et des musiciens plutôt professionnels. Et ils ont sorti un nouvel écouteur qui se met dans l'oreille. Alors la particularité, c'est qu'ils ont scanné des milliers d'oreilles et ils ont imprimé le résultat en 3D pour avoir une forme qui correspond réellement à 95% des oreilles qu'on retrouve. Ils ont auditionné des oreilles. Voilà. Et donc ils ont fait des appareils qui ont des niveaux de qualité différents, hein. Donc c'est un peu comme pour leur guitare. On va trouver la première paire à $99 et on va monter jusqu'à $500 pour les plus gros modèles. Donc voilà, c'est pas les plus chers sur le marché, hein, je tiens à le dire. C'est pas les plus chers et c'est pas non plus les premiers dans les marques de musique qui font un mouvement pareil, puisque Gibson avait déjà fait pareil après l'acquisition du japonais Onkyo. Ouais, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment eux qui les fabriquent ou est-ce qu'ils vendent leur marque qui va estampiller des produits chinois ou autres qui ont besoin d'avoir une marque forte pour porter leurs produits. Ici, ils ont racheté une société qui était spécialisée là-dedans, donc on peut se dire que c'est une de leurs divisions qui doit faire ça. Parce que c'est déjà arrivé que des entreprises avec du milieu professionnel collent leur étiquette sur des trucs qui, à la rigueur, ont juste été validés parce que c'est la bonne couleur, et puis voilà, et finalement, ça peut décevoir un certain public de se dire, tiens, j'ai acheté un appareil de telle marque parce que c'est une marque professionnelle reconnue, etc., et finalement d'avoir un bout de plastique qui vaut pas grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est toujours un petit peu délicat. Mais par contre, dans les oreillettes intra-auriculaires professionnelles, entre guillemets, en général, on fait un moulage, effectivement, de l'oreille de la personne, parce qu'on a tous des oreilles différentes. Et ça a des coûts. Et ça a des coûts, et donc là, on peut monter facilement à des $1700 pour une paire d'oreillettes professionnelles. Voilà, j'ai pas eu la chance de les tester, mais... Quand on s'appelle Madonna, on peut se payer des oreillettes. Voilà, voilà, c'est comme ça. Et qu'on a besoin de s'entendre, en plus, c'est important. Voilà, je pense que ça, on l'a fait. Côté Fender, on l'a fait. J'essaie de suivre le cours de l'histoire. On va retourner chez Seb pour parler de Xiaomi. Ça, c'est plus facile à dire que l'autre. Xiaomi qui se prend une douche froide. Mais pourquoi, Sébastien ?
Ah bah ça, si je le savais, Xiaomi serait content. Parce qu'ils ne savent pas en plus. Ils ne le savent pas. D'accord. Et donc Xiaomi, qu'on connaissait quasi pas en 2012, parce qu'ils avaient vendu une petite dizaine de millions de téléphones. Ouais. Et puis en 2013, ils étaient à un petit 20 millions, donc ils avaient une augmentation de plus de 100 et des pourcents. En 2014, ils étaient à 60 millions de téléphones, donc on était vraiment, ça y est, ils vont écraser Samsung. On avait vraiment encore une énorme augmentation. Et puis voilà, en 2015 ils ont vendu un pauvre petit 70 millions de téléphones. Alors on va dire un pauvre petit, c'est quand même énorme, oui ça reste énorme, mais du coup ils ont, s'ils restent sur cette augmentation, aucune chance d'écraser un Samsung, un Apple, quoi que ce soit. Xiaomi est arrivé à son seuil et l'étoile filante est un petit peu en train de brûler, quoi. Ouais. Donc tout le monde qui disait que cette marque allait révolutionner, en tout cas parce qu'ils ont cassé les prix dans tous les sens, ça c'est pas fait. Il y a d'autres acteurs qui ont pris le truc en vol et Xiaomi a été un peu coupé dans ses élans. Ouais. Je pense que Huawei a fait pas mal de tort à Xiaomi. Sur le marché européen, sans hésiter. Oui, peut-être que la politique de prix, de cassage en règle des prix, parce que c'était vraiment bon marché, hein. Enfin ça l'est toujours. Xiaomi, ils ont sorti une espèce de GoPro Xiaomi qui ressemble très fort à une GoPro d'ailleurs, mais qui coûte $50, je crois, quelque chose comme ça. Alors ça vaut pas une GoPro, ça vaudrait une GoPro d'entrée de gamme, on va dire, donc le plus petit modèle, mais je suis pas convaincu que le public, à un moment donné, le public il a besoin de savoir ce qu'il achète aussi. Pour 50 €, il n'est peut-être pas nécessairement satisfait du fait que voilà, faut pas lui faire un dessin, quoi. Pour 50 €, t'as pas une GoPro, quoi. Soyons clairs. Oui. Et pareil dans les smartphones ou dans les tablettes, quoi. Oui, je sais pas. Je pense pas que ce soit pour ça qu'ils soient éclatés, parce que quand ils étaient dans les 60 millions de téléphones, tu restais encore dans un milieu, un milieu assez restreint de connaisseurs, de gens qui vont chipoter un peu en achetant, en important des trucs chinois et compagnie. Donc là, ils venaient encore de faire une augmentation de près de 200%. Et là, d'un coup, ils arrivent à peine 15% d'augmentation. Donc tu vois, la chute a vraiment été énorme. Même s'il y a une augmentation, ils ont pris une chute énorme. Et je pense pas que ce soit par un changement de conscience des gens, en plus parce que d'autres se sont dit tiens, ils ont un marché intéressant, on va casser, on va prendre la place. Et ceux qui ont pris la place, comme des Huawei ou Samsung à moindre mesure, ils ont rasé le marché. En Belgique, quand tu vas voir sur certains e-commerce, tu vas trouver les grandes marques, et puis en dehors, dans les bas prix, il y a juste Huawei. Hein. Ouais. Et ils sont adaptés avec des téléphones qui sont en France et en Belgique avec une bonne interface et tout le bazar. Ils ont une distribution. Avec Xiaomi, j'avais pris un Xiaomi, honnêtement un Redmi, c'était il y a encore la moitié des trucs qui étaient en chinois. Donc il y avait un problème de finition aussi, quoi. Il n'y avait pas de distributeur Xiaomi en Belgique, je pense, hein, ou je me trompe. Non, du tout. Et il y a aussi un problème de bande, hein. Donc ils utilisent des fréquences qui ne sont pas compatibles avec les fréquences qu'on utilise chez nous. Aussi, en tout cas pour la 4G. La 4G, okay. Donc, bon, ben voilà, enfin bon, ça dépend d'où on se place, évidemment. On passe à la lettre K, c'est l'instant Kickstarter de cet épisode. C'est régulier, hein, Kickstarter, on en parle régulièrement, le crowdfunding, tout ça, on aime bien. Et Xavier, tu nous as trouvé un jeans hautement technologique. Voilà, c'est un jeans qui fait la promesse de sortir un jeans qui ne pue pas et qui ne se salit pas. Donc vous allez même pouvoir ne pas le laver. Alors, c'est la promesse d'une start-up américaine qui avait pour objectif de lever $10 000 et qui a déjà passé, au moment où je vous parle, la barre des $228 000. Ils sont en rupture de stock complète. Ouais. Et si vous regardez l'écran, on voit que c'est pas du pipeau parce qu'on a... Par contre, c'est du pipi. Donc, on voit de l'eau qui coule très clairement sur le jeans, du miel qui coule. Il y a d'autres exemples. Ce tissu est traité avec comment ça s'appelle encore cette matière qu'il y avait dans les... Allez, ça porte un nom, j'ai oublié le nom. Oui, toi aussi, hein, voilà. Non. Donc, apparemment, ici, c'est une nouvelle... c'est pas une matière qu'ils appliquent spécialement dessus. Donc, ils font ça en ayant une surface qui n'est pas lisse, mais qui est basée de millions de petits picots. Et donc, les saletés, en fait, rebondissent réellement sur c'est de la nanotechnologie. Presque, on peut dire ça. Ouais. Et donc, les saletés rebondissent là-dessus.
dessus. Et alors pour les odeurs, puisque le jeans ne pue pas non plus, ils utilisent des ions d'argent qui pénètrent les bactéries et qui empêchent la propagation, donc la multiplication des mauvaises odeurs. Et ça, il faut le réactiver régulièrement. Alors ils disent que non, parce que apparemment ça tiendrait dans le temps, même si on lave le jeans, mais bon, comme il ne doit plus être lavé. Et donc apparemment c'est pas nécessaire. Donc l'ingrédient miracle, c'est donc l'argent qu'on met en mélange dans le tissu. Et ils ont sorti du coup, comme la campagne Kickstarter était un gros succès, ils ont sorti également des chaussettes. Je me demande même si j'ai pas vu un caleçon il reste qui un ne bout de pue pas. Il reste un bout de Vous pouvez ne pas le laver. C'est pas très étonnant. Enfin, c'est étonnant. Dans l'absolu, c'est étonnant, mais c'est vrai que quand on voit ce qu'on fait en nanotechnologie actuellement... On connaît déjà des nappes où l'eau ne... Ça, mais là, on parle que de la flotte. Mais ici, il y a l'odeur aussi. J'ai vu des gilets pare-balles qui sont pas plus lourds qu'un pull traditionnel, ou enfin qu'une chemise qui arrête certains calibres de balles, ou qui simplement arrête déjà simplement les coups de couteau, les choses du genre, pour les personnels de sécurité, qui sont... C'est pas non plus une armure, quoi. C'est du tissu, ça ressemble à un tissu tout à fait normal. Donc voilà, c'est des choses comme ça, c'est assez... ça m'étonne pas qu'ils aient réussi leur levée de fonds. Ça devrait être disponible en juin 2016 au prix en magasin de 138 €. Quand même. Donc pour un jeans, on connaît des marques, des marques qui commencent par les... et qui terminent par vis. Voilà, qui ont des jeans qui sont parfois bien plus chers. Donc, je veux dire, c'est pas faux. Et qui puent. Si la coupe est belle et que la technologie est sympa, je pense que ça peut effectivement... C'est marrant qu'ils la commercialisent eux-mêmes, parce qu'ils auraient pu très bien passer justement par un fabricant installé qui a une distribution, etc. Peut-être qu'on est de nouveau dans un cas où le Kickstarter sert de pub au final. Un relais de croissance. On passe à la lettre M comme Microsoft. Microsoft et Azure qui sera moins cher grâce à Amazon, Sébastien. Voilà, donc on a parlé de foot, on a parlé de musique, on a parlé de fringues, on va parler de technologie. J'ai peur. C'est très très étonnant. On ferait pas un hors-série. Azure, voilà. Azure, ça va être moins cher. D'accord. On peut commencer à reparler foot. Mais rappelons ce que c'est Azure pour les gens qui sont Azure, plutôt... c'est le gros cloud Microsoft où vous pouvez aller louer de la puissance, des machines pour pouvoir tourner ce que vous voulez. Et ici, ça peut être des machines sous Linux ou Windows. Mais en l'occurrence, ce qui fait le même job que justement, c'est ça qui est drôle, que Amazon avec ses serveurs S3, etc. Amazon Web Service. Et donc, comment ça va s'arranger ça? En fait, Azure s'installe chez Amazon ou ils ont chacun leur truc. Mais quand tu me dis que c'est grâce à Amazon que Azure est moins cher. Alors là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moment où Microsoft a lancé ça, ils étaient après Amazon sur le marché et ils sont alignés sur le prix. Ils ont toujours dit, voilà, si quelqu'un casse le prix, on suit. Et Amazon a cassé le prix et donc Microsoft a dit, on vous l'a promis, on baisse le prix comme Amazon. D'accord. Et donc ils ont baissé de 14, 17 ou 10, 13%, ça dépend de votre gamme, donc entre 10, 15%. Le prix des machines virtuelles, comme l'a fait exactement Amazon. D'accord, donc c'est plutôt le jeu de la concurrence qui est profitable aux clients, quoi. Ce qui est assez logique. Hein. C'est pas une petite baisse. Ok, on passe à la lettre S et pour terminer, on est dans les temps. Pour terminer, pour conclure ce 64e épisode, la lettre N comme Netflix. Sébastien, Netflix va sabrer dans les VPN. Alors on a un débat depuis le 63e épisode, on a parlé de Netflix déjà, tu as apporté une application Smartflix qui permettait d'aller sans VPN, en l'occurrence chercher de la matière, enfin du contenu disponible dans d'autres pays. Ici c'est vraiment les VPN qui posent problème manifestement à Netflix, Sébastien, et donc là ils vont trouver une astuce pour nous empêcher de passer par ce biais. Alors l'annonce officielle de Netflix, c'est le bouton à gauche, voilà. L'annonce officielle de Netflix, c'est que si vous n'avez pas l'image, Marc est en train de chercher depuis 2 minutes le bouton. Il ne réagissait plus, la touche ne réagissait plus. Et donc ils ont annoncé qu'ils allaient bloquer tout
tout ce qui était VPN, mais pas que VPN, proxy et tout ce qui était unblocker de Netflix. Donc si vous utilisez Netflix et que vous allez regarder le contenu d'un autre pays, bah, ça leur pose des problèmes de droit et la réponse est évidemment on arrête de jouer maintenant, on va bloquer tout ça. Alors comment on peut le faire? Bah, c'est simple, hein, si on prend des VPN connus, bah, ils ont un range d'IP qui est connu et inévitablement Netflix va bloquer l'accès à tous ces VPN directement. Donc si c'est un petit truc qui est pas connu, bah, vous avez peut-être une chance que ça puisse encore fonctionner jusqu'au moment où Netflix considérera qu'il y a trop de gens qui utilisent ce truc et devra le couper aussi. Pourquoi je dis devra? Parce que c'est pas une volonté de le faire. Il y a eu un long débat avec plusieurs pages de discussion sur informaticien.be. Je pense que c'est un des sujets qui a le mieux fonctionné, enflammé le site depuis des mois. Et donc, il y a certains qui ont téléphoné à Netflix pour voir ce qu'il en était. Effectivement, il n'y a pas une volonté absolue des gars de Netflix de le bloquer, mais s'ils ne le font pas commercialement, ils ont un problème vis-à-vis des ayants droit. Donc voilà, ils sont obligés de le faire de par leur taille. Ça leur fait pas forcément plaisir, mais voilà, ça va être un jeu du chat et de la souris jusqu'à ce qu'on règle ce problème, parce que l'Europe avait demandé de régler ce genre de problème, en Europe en tout cas. Je pense qu'un opérateur comme Netflix aurait tout intérêt, enfin, d'un point de vue purement fonctionnel, à avoir un système qui soit le même partout dans quelques pays que l'on soit. Là, il y a effectivement la gestion des droits qui sont beaucoup plus et toujours localisés, on l'a déjà expliqué ici, hein, qui sont des droits plutôt nationaux ou territoriaux en tout cas, et qui doivent être gérés en amont par le diffuseur, et en l'occurrence ici c'est Netflix, et donc ils sont obligés de faire des abonnements qui sont eux aussi géolocalisés, et d'où ce problème d'avoir accès à un contenu. Et c'est parce qu'on est gourmand aussi, hein, c'est parce que les gens ne veulent pas attendre, hein, parce que finalement ces médias on les aura un jour ou l'autre, on les verra de toute façon. À ce propos, je ne sais pas si tu savais, mais pour nos amis français qui nous écoutent, faut regarder de temps en temps sur tout ce qui est médias, DVD, Blu-ray et compagnie. Apparemment, dans le Benelux, on a plutôt tendance à sortir les titres avant la France. Ah oui. Donc voilà, c'est une info que je n'avais pas jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, et apparemment c'est vrai qu'on sort ça plutôt au Benelux. C'est peut-être pour sur Netflix ou sur les chaînes de télévision de manière générale? Non, je parle du DVD qu'on te vend en magasin. D'accord, ok, c'est possible. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est vrai qu'il arrive qu'on diffuse sur les chaînes de télévision belges des films, des téléfilms, etc. avant la France pour des raisons de concurrence, parce que en Belgique on capte les chaînes françaises. Alors qu'en France on ne capte pas les chaînes belges, et que donc pour un peu biaiser le jeu de cette concurrence, certains films et certaines séries également sont diffusés sur le territoire belge plus tôt. Voilà. Venez nous rejoindre en Belgique, on y est bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question pour ce 64e épisode, Sébastien, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, je suis très déçu parce que Seb nous a pas préparé un what the fuck. Il manque la lettre W de cette semaine, et là il y a un petit manque effectivement. Donc, mais on peut pas avoir une lettre W chaque semaine, ça perdrait tout son sel. Je n'ai pas encore le matériel, mais dès que je l'ai, je te promets un hors-série spécial what the fuck. Je serai là. Et celui-là, il devra prendre le petit identifiant sur YouTube et sur iTunes également, à mon avis, parce que sinon on va avoir des soucis. Bon, ben voilà, c'était la conclusion. Si vous avez des questions, si vous avez un avis à partager avec nous, n'hésitez pas un seul instant en commentaire de cette vidéo, ou que vous la trouviez, que ce soit sur informaticien.be, mais également accessible par informaticien.fr, soyons clairs, ou sur lestechno.com ou lestechno.be, ou où vous voulez, on nous trouve assez facilement. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, et nous on aime bien partager ces informations que vous nous apportez sans aucune difficulté. À très bientôt, au revoir. Bye bye.